Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent L'homme Robespierre, histoire d'une solitude, de Max Gallo, lu par Hervé Lavigne. Prologue. Un homme blessé. Cet homme a 36 ans. Il gît allongé sur une table dans la salle d'audience du comité de salut public. Une boîte en bois de sapin dans laquelle se trouvent quelques échantillons de pain de munitions envoyés de l'armée du Nord a été glissée sous sa tête. Pendant plus d'une heure, il est resté inanimé. Maintenant, il ouvre les yeux. Le sang coule de sa mâchoire brisée sur sa chemise rougie et sur son habit bleu ciel. Il lève souvent les yeux vers le plafond et, appuyé sur le coude gauche, il se sert de sa main droite pour retirer avec un sac de peau blanche le sang coagulé qui entoure ses lèvres. Faisant cercle autour de lui, des hommes armés l'observent. Quelques-uns l'insultent. D'autres lui tendent du papier blanc pour lui permettre d'étancher sa plaie. Vers 6 heures du matin, un chirurgien s'approche, examine la mâchoire gauche fracassée, arrache quelques dents et bande sommairement la blessure. Livide, le blessé ne pousse pas un gémissement, puis il se glisse au bas de la table et va s'asseoir dans un fauteuil. Cet homme dolent, qu'on guette narquoisement, ce blessé qu'on observe, qui fait face par son silence à la souffrance et à la curiosité de ces hommes qui vont et viennent dans la salle, de ces ennemis qui l'entourent, cet homme de 36 ans. C'est Maximilien Robespierre. Maximilien, Marie, Isidore Robespierre, l'incorruptible. Quelques heures avant son exécution. La mise à mort. En ce 10 Thermidor en 28 juillet 1794, son calvaire va encore durer une dizaine d'heures. Des Tuileries, on le transporte à l'Hôtel-Dieu où on le panse à nouveau. Il faut qu'il soit vivant pour le bourreau. Il faut que Paris voie son tyran tomber. Dans les rues, la foule surprise, encore inquiète, l'insulte. Des ouvriers crient « foutu maximum » à celui qu'ils tiennent pour responsable de la limitation des salaires, le maximum, décrété le 5 Thermidor. Puis on le conduit à la conciergerie, où il va attendre jusqu'à la fin de l'après-midi, vers 18 heures, que s'ébranlent les charrettes. La Convention n'a qu'un seul but, la mort. Elle a renversé les obstacles de procédure et Thuriot a lancé de la tribune « Il faut qu'avec les têtes de ses complices tombe aujourd'hui la tête de cet infâme Robespierre. Tout délai serait préjudiciable à la République. Il faut que l'échafaud soit dressé sur le champ. » À 15 heures, Fouquier-Tinville, les juges et les jurés qui avaient envoyé à la guillotine tant de suspects identifient Robespierre, Couthon, Saint-Just et les autres vaincus de la nuit. Le vice-président du tribunal, Cellier, préside l'audience et signe la condamnation à mort. Parmi les condamnés, Dumas, le président du tribunal révolutionnaire, le collègue de Cellier. Mais en moins de 24 heures, un abîme s'est creusé entre eux. Entre vainqueurs et vaincus. La mort, maintenant, est proche. Dans Paris, pourtant, les bruits les plus contradictoires se répandent encore de bouche à oreille. On s'étonne que la Convention ait laissé en vie une longue journée Robespierre arrêté. On craint l'action des sections robespierristes, les obstacles juridiques que dressent quelques fidèles de Maximilien comme Hermann, l'ancien président du tribunal révolutionnaire, et son adjoint Lannes, chef de l'agence des lois. Les journaux imprimés dans la nuit du 9 au 10 Thermidor ne peuvent qu'annoncer la mise en état d'arrestation de Robespierre et leur prudence contribue à prolonger le doute. Mais bientôt,
Apparaissent les charrettes au bout de ce boyau animé qu'est la rue Saint-Denis. Alors la foule se rassemble, se libère. Les charrettes cahotent lentement, avancent par la rue de la Ferronnerie, puis gagnent la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui conduit à la place de la Révolution. Sur une charrette, liée au montant, Robespierre, l'homme dont le nom était le symbole de la Révolution et de la terreur. Le visage enveloppé dans un chiffon sanglant qui retient sa mâchoire, il regarde la foule, ou bien, terrassé par la douleur, il ferme les yeux, à demi inconscient. Celui qui avait crié « Le ciel qui me donna une âme passionnée pour la liberté m'appelle peut-être à tracer de mon sang la route qui doit conduire mon pays au bonheur. » Celui qui avait fait serment d'accepter avec transport cette douce et glorieuse destinée doit subir les injures de la rue. À la guillotine, à mort! Les suspects terrés jusqu'à ce jour sont sortis de leur cachette, les femmes hurlent, les badauds crient et le foutu maximum retentit encore. Les gendarmes désignent au curieux Robespierre, cependant que déjà les premiers condamnés, Saint-Just, Couthon, Robespierre jeune, Dumas, sont suppliciés. Et voici Robespierre. Le bourreau lui arrache son vêtement bleu qu'il avait croisé sur ses épaules. Sur la place de la Révolution, la foule se presse, tumultueuse. Dans son dernier discours à la Convention, le 8 Thermidor, Robespierre avait dit « Quel ami de la patrie peut vouloir survivre au moment où il n'est plus permis de la servir et de défendre l'innocence opprimée ? Pourquoi demeurer dans un ordre de choses où l'intrigue triomphe éternellement de la vérité ?» Depuis ce discours, 2 jours seulement ont passé, et il est seul face à une foule hostile. Paris tout entier semble dressé contre lui. Rien ne vient empêcher ceux qui l'appelaient les fripons de triompher. Pourquoi cet isolement, ce martyre ? Car, comme si l'exécution ne suffisait pas, le bourreau d'un coup sec arrache le chiffon maculé de sang qui soutient la mâchoire inférieure brisée de Robespierre. La mâchoire pend, le sang jaillit, le visage se tord sous l'insupportable douleur. Et c'est un cri déchirant. Puis on le pousse, et la tête tombe. Un homme de 36 ans meurt.